Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Le projet d'exploitation du zircon fâche les populations de Lompoul. Ces derniers ont marché pour afficher leur désaccord de voir l'entreprise Grande Côte Opération s'implanter sur leur territoire. À Keur Momar Ndiaye, dans le département de Thiès, c'est l'installation d'une fonderie qui suscite l'inquiétude des riverains. Ces riverains, agriculteurs ou aviculteurs en grande majorité, s'interrogent sur l'impact environnemental que l'installation de cette usine peut avoir sur leur fief. Présidentielle 2024, Antoine Félix Diome annonce une révision exceptionnelle des listes électorales en 2023. Révélation faite lors du vote de son budget ce dimanche à l'Assemblée nationale, un budget arrêté à 180 milliards 246 millions. Plus d'agressivité et de détermination face à l'Équateur, c'est le conseil d'Amara Traoré au Lyon pour le prochain match prévu mardi au Qatar. Pour la deuxième journée du groupe F, la Belgique battue par le Maroc, la Croatie bat le Canada. Au niveau local, 7e journée de Ligue 1, Guédiawaye FC bat le Snaps de Thiès et devient ainsi le nouveau leader au classement. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Avec son centre de pêche, ses cuvettes et son potentiel pour le développement de l'élevage, le village de Lompoul-sur-Mer est devenu le poumon économique du département de Kébémer. Malgré ses atouts, sa population se dit inquiète à cause de l'exploitation du zircon à grande échelle. Pour mieux cerner les contours de cette exploitation par une entreprise étrangère, les riverains ont marché, une marche pour alerter les autorités et manifester leur désaccord de voir l'entreprise Grande Côte Opération s'implanter sur leur terroir. Le point, c'est avec Tierno Fall. Le village de Lompoul-sur-Mer occupe une place prééminente dans l'économie du département de Kébémer grâce à ses énormes potentialités dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Regardez derrière vous. Sur toute cette longueur que vous voyez, quand vous filmez, vous verrez des vendeurs qui viennent de partout du Sénégal. Le quai de pêche, c'est des tonnes de poissons, des tonnes de produits halieutiques qui sont pêchés et qui sont transportés vers les grands centres urbains et vers l'extérieur. Lompoul est devenu aujourd'hui comme Diaobé. C'est le village poumon économique du département de Kébémer. Depuis un certain temps, les populations de Lompoul vivent dans l'inquiétude et la peur parce qu'aujourd'hui, l'avenir de ce village à fort potentiel économique est menacé à cause de l'exploitation du zircon qui se trouve dans son sous-sol. Le CEM de Lompoul, c'est un CEM que nous avons construit à la sueur de nos fronts. Nous ne voulons pas qu'on touche à ce CEM. Nous ne voulons pas non plus qu'on touche au poste de santé, comme l'a dit tout de suite Fari. Parce que déviation rek ken waru ci dag tali bu dugg ci biir dëkk en tant que tali boo xam ne dañ cee investir ay milliards et puis fekk fa ay projets de milliards. Face à cette situation, les populations de la localité se disent plus que jamais déterminées à se battre pour défendre leur terroir. Nous aimons ce village. C'est pourquoi nous habitons ce village. C'est pourquoi nous sommes présents. C'est pourquoi nous sommes prêts à mourir pour ce village. Et ce que nous voulons, c'est en fait qu'on laisse le village de Lompoul dans ses limites actuelles, tel que dit dans le décret de 2002, et qu'il parte vers les dunes, exploiter le zircon dans les dunes. Pour rappel, Lompoul-sur-Mer fait partie de la zone ciblée par l'entreprise minière, la GCO, dans le cadre de la deuxième phase de son projet d'extraction du zircon qui va bientôt démarrer dans cette localité. Le reportage du jour nous mène à Keur Momar Ndiaye dans le département de Thiès. Dans ce village, c'est l'installation d'une fonderie qui entraîne l'inquiétude chez les populations, agriculteurs et aviculteurs en grande majorité. En dehors de la proximité de l'usine avec les habitations, c'est la question de l'étude d'impact environnemental qui suscite des interrogations. Le reportage est signé d'Issa Prera. Cette piste en latérite mène au champ de Keur Momar Ndiaye, un village du département de Thiès. Ici, l'agriculture et l'élevage sont les moteurs de l'économie. Mais depuis quelques semaines, c'est l'inquiétude chez cet aviculteur. Notre activité n'est pas compatible avec l'installation de cette fonderie. Au départ, nous ne comprenions pas ce qui se passait. Et c'est bien plus tard que nous avons su que c'était une usine qu'on allait implanter ici. Et nous sommes inquiets car nous pensons que ça pourrait être néfaste pour les poulets de chair que nous élevons ici.
non yëgalaguñ na. La cause de ce désarroi, c'est cette usine qui est en train d'être installée dans la localité. Une fonderie, un type d'industrie qui génère beaucoup de déchets polluants et même souvent toxiques. Parce que les industries, dans leur processus ou bien dans leurs différents processus de transformation, ils émettent des substances qui s'avèrent être nocives pour l'environnement, mais également aussi pour l'homme. Et ces substances-là peuvent entraîner, bien évidemment, des répercussions assez néfastes sur leur santé. On a constaté ou bien on a entendu qu'il y a une usine qui doit s'implanter dans le village de Keur Mor Ndiaye. Mais nous avons peur. Parce que l'usine qui est en train de s'installer à Keur Mor Ndiaye, c'est une fonderie, donc une usine qui travaille le fer. Et nous avons un peu, dans un passé récent, vu ce qui s'est passé à Thiaroye, à Ngandjaou, une usine de ce genre qui avait pollué l'atmosphère, ce qui a fait que des jeunes, des enfants ont perdu la vie et ça a été vraiment une catastrophe. Donc nous ne pouvons pas concevoir qu'une telle usine soit implantée dans une localité où vivent des gens. Pourtant, le Code de l'environnement est clair sur la question des emplacements de ce genre d'industrie. Et à Keur Mor Ndiaye, les règles ne semblent pas être respectées et les populations s'interrogent sur l'étude d'impact environnemental. C'est important aussi pour l'ensemble de ces industries, avant d'être mises en place, d'être soumis à ce que l'on appelle une évaluation environnementale. C'est cette évaluation environnementale-là qui permettra à l'État d'anticiper sur les différentes répercussions que ces industries-là peuvent avoir sur le plan environnemental, mais également aussi ça permettra aux individus d'une manière générale de pouvoir bien s'approprier de leur santé. Le Code de l'environnement, dans son article 13, stipule qu'un établissement classé de catégorie 1 doit être distant au moins de 500 mètres d'une zone d'habitation, d'une voie de communication, d'une zone recevant du public. Donc, et nous savons que, d'après ce qu'on a vu, le projet ne respecte pas ce que dit la loi. Donc, le projet ne peut pas être là-bas. Donc, les communautés, effectivement, ce sont eux qui ont vendu leurs terres. Mais vendre leurs terres ne veut pas dire qu'on doit installer dans ces terres n'importe quoi. Dans cette partie de la région de Thiès, de plus en plus, l'inquiétude monte chez les populations agriculteurs et aviculteurs à cause de cette proximité de la fonderie avec les habitations, mais aussi avec les champs de production. Je vous l'annonçais en titre présidentiel 2024, le ministre de l'Intérieur annonce une révision exceptionnelle des listes électorales en 2023. Déclaration faite par Antoine Félix Diome lors du vote de son budget, un budget arrêté à plus de 180 milliards de nos francs. Les parlementaires qui ont assisté à son audition plaident pour un renforcement de la sécurité nationale avec notamment la construction de commissariats de police au niveau de certaines localités. Je vous propose de les écouter toujours au micro de Lissa Prera. Caméras de surveillance qui sont efficaces pour la sécurité des personnes et les biens et leurs biens doivent être multipliés. Sachez que vous êtes le garant de notre sécurité. Nous allons devenir un pays producteur de pétrole et de gaz et vous savez que les populations sont souvent inquiètes. Mais nous ne connaissons que la paix au Sénégal. C'est nous dans nous, malgré les divergences. Vous pouvez assurer la sécurité dans ce pays et j'en suis convaincu. Vous-même, vous pouvez constater comment les Sénégalais sont devenus méfiants à travers leur façon de concevoir leur domicile ces 30 dernières années. Gardiens, blindés, grilles, etc. La drogue circule de façon inquiétante dans ce pays et ce n'est pas la peine d'accuser des étrangers. La drogue est produite à partir d'ici et elle est source d'insécurité. Le chômage et la pauvreté favorisent l'exploitation et la consommation de la drogue. C'est vrai qu'il y a des efforts, mais ce n'est pas suffisant. La sécurité doit être renforcée. Nous rendons un hommage aux hommes de tenue qui font du bon boulot. Bravo aussi aux dames. J'ai une doléance à soumettre au chef de l'État. Le Jolof souhaite devenir une région.
Voilà donc des propos recueillis plutôt par Al-Hassan Ba. Le vote du budget du ministère de l'Intérieur qui s'est tenu ce dimanche, un budget arrêté donc à plus de 180 milliards de francs CFA. Et principale information de la soirée, le ministre de l'Intérieur qui annonce une révision exceptionnelle des listes électorales en 2023 en perspective de la présidentielle prévue en février 2024. Des nouvelles de notre confrère Pape Alé Niang avec la coordination des associations de presse et des membres du collectif Free Pape Alé Niang qui ont rendu visite aux journalistes ce jeudi à la prison de Sébikotane. Pape Alé Niang est à 19 jours de captivité ce lundi, un embastillement que la presse nationale et internationale dénonce et condamne à travers un plan d'action déroulé au Sénégal, mais aussi au niveau international. Destination à présent Mbafay, c'est dans la commune de Fissel. Sur place, un constat, 40% des filles subissent des mariages précoces avant d'atteindre la classe du CM2, un phénomène qui engendre un fort taux d'abandon scolaire. Les autorités ont décidé d'en faire leur combat pour inverser la tendance. Le reportage est signé Ndeye Matidien et Mamadou Gueye. Mariage précoce a encore une survivance à Mbafay. Dans ce village de la commune de Fissel, des filles se font marier alors qu'elles n'ont pas atteint l'âge. D'où l'alerte du principal du SEM Khaoulou Mbafay à l'occasion de l'inauguration des locaux construits par des partenaires belges. Ils nous ont offert un joyau, donc 8 salles de classe, un bloc administratif et 2 blocs de toilettes. À partir de la classe du CM1, il y a des filles qui sont mariées. Ce qui fait que cela cause un handicap majeur pour les études. Et ici, au sein de notre CM, nous avons enregistré près de 30 mariages au niveau du CM. 30 filles jeunes mariées. Oui, 30 jeunes filles qui sont mariées, donc à un âge très précoce. Chose que Massa Soumgom confirme. Le mariage précoce, je peux dire que ça fait partie de l'handicap de l'enseignement des jeunes filles. De ce côté-là, je demande aux parents de les aider à ne pas les donner en mariage tant qu'ils n'ont pas terminé leurs études. Parce qu'un ignorant ne peut rien faire. La municipalité mise sur la sensibilisation pour éradiquer ce phénomène. En tant qu'enseignant aussi, donc nous vivons cela chaque jour et nous voyons qu'à partir même de la classe de CM2, donc beaucoup de parents commencent à donner en mariage leurs enfants. Et comme l'a dit tout le monde, donc on ne peut pas être femme de ménage et en même temps continuer les études. Les autorités du village de Mbafay promettent de faire le nécessaire pour maintenir les filles à l'école. Ils demandent à l'État d'augmenter les édifices dans leur localité car il en manque. La SICODEV se penche sur le financement des cantines scolaires à travers une étude. L'organisation nous apprend que 80% des cantines scolaires sont financées par l'aide publique au développement, un mode de fonctionnement jugé précaire dans la mesure où ces cantines ferment dès qu'elles ne perçoivent plus de subventions. Par ailleurs, l'Institut africain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement s'est intéressé aux conditions d'octroi des bourses de sécurité familiale. Amadou Kanouté est le directeur de la SICODEV. Il nous en dit plus au micro d'Amadouba. Même de l'alimentation scolaire où le besoin c'est de dire il faut mettre plus de ressources. Aujourd'hui, l'alimentation scolaire est financée à 80% par l'aide publique au développement, à 80% par les partenaires techniques et financiers. Cela n'est pas durable. Et c'est pourquoi la forte recommandation qui sort, c'est de faire en sorte que nous puissions inverser. Quand il s'agit maintenant des bourses de sécurité familiale, l'éternel problème du ciblage revient. Des recommandations sont faites pour améliorer le ciblage des citoyens, et particulièrement les plus défavorisés, qui ont besoin de pouvoir avoir ces bourses de sécurité familiale. Pour favoriser la création d'emplois, le Sénégal peut compter sur le soutien de la coopération allemande qui vient de lancer son deuxième appel au projet dans le cadre de l'initiative Facilité pour l'emploi. Cette initiative est un instrument qui accompagne les entreprises sénégalaises en les subventionnant. Ces subventions varient entre 1 et 10 millions d'euros par projet. Et les détails, c'est tout de suite avec Karl von Klinzing, directeur pays de la Banque allemande de développement, que je vous propose d'écouter au micro d'Alun Diagne. Présenter une call pour des projets financés par Investment for Employment.
c'est un programme spécifique pour investir dans des projets qui donnent beaucoup d'emplois. C'est ouvert pour des institutions, pour les entreprises privées, mais aussi pour les institutions publiques, pour investir dans des projets qui vraiment créent beaucoup d'emplois. Et cette call a ouvert hier et c'est ouvert pendant 1 mois. Ça veut dire que dans cet temps d'1 mois, il faut soumettre les projets pour la création d'emplois. Oui, l'initiative est existante déjà depuis 2021 et on a déjà investi dans quelques projets au Sénégal, par exemple, dans un projet de la laiterie de Berger. C'est un des profiteurs de ces projets. Ils ont créé beaucoup d'emplois. Oui, on travaille comme la coopération financière allemande travaille très étroitement avec notre ministère de tutelle ici, c'est le ministère d'économie. Et on est toujours en échange avec eux et avec des autres institutions publiques. Allez, parlons culture à présent avec l'ouverture des travaux de l'OMART cette semaine à la Maison de la Culture d'Otasek. L'OMART, c'est l'Observatoire de la musique et des arts du Sénégal. L'organisation a décidé d'évaluer les programmes et financements dédiés au secteur des arts et d'en assurer le suivi. Plus de détails avec Abdoulaye Mamadou Guissé. Il est président de l'OMART. Je vous propose de l'écouter au micro de Dissa Prera et Alioune Diagne. Parlant d'évaluation et de suivi, c'est dire combien nous sommes interpellés dans le cadre d'une véritable mise en œuvre des programmes et politiques culturelles et publiques de l'État du Sénégal. Parce que, comme vous le savez, la première phase évaluative, elle est à fleur de peau. Parce que simplement, les artistes sénégalais, les créateurs sénégalais, aujourd'hui souffrent. Ils souffrent le martyre parce qu'ils sont dans une nuit noire sans fin. Et donc, aujourd'hui, il s'agit, à travers cette évaluation, de définir, de sortir par des chiffres, par la réalité, par la vérité des chiffres, ce qui ne va pas. Par la réalité des faits, ce qui ne va pas. Par la réalité de l'existant, ce qui ne va pas. On sait que, quelque part, il y a beaucoup d'avancées, des choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de financements qui ont été octroyés pour la culture, mais malheureusement, ces fonds-là ne sont pas allés directement aux bénéficiaires. Donc, mais l'évaluation, c'est aussi les programmes, les textes qui régissent ces fonds-là. Il faut que ces textes-là soient évalués. S'il existe des textes qui disent tel fonds ou tel fonds, sera distribué à cette façon ou bien à cette manière ou bien à ses bénéficiaires. Ces textes-là, il faut savoir s'ils existent au niveau du Sénégal et de nos administrés. L'actualité sportive à présent pour son 3e match face à l'Équateur ce mardi. Le Sénégal condamné à faire mieux que ses précédents matchs. C'est l'avis d'Amara Traoré, ancien sélectionneur des Lions, que je vous propose d'écouter au micro de Mamadou Ndiaye. Pour moi, contre l'Équateur, si on veut gagner, il faut faire le match que nous avons fait contre les Pays-Bas en mieux. Ce match-là, il ne faut pas le faire pendant 4 minutes. Il faut le faire pendant 100 minutes, parce que maintenant, on décompte tout le temps additionnel. Il faut le faire pendant 100 minutes et être plus vigilant derrière et être efficace. Parce qu'il n'y a pas autre chose, c'est gagner ou rentrer. Hein. Donc gagner ou rentrer, donc la difficulté pour un entraîneur de gagner ou rentrer, c'est essayer de marquer des buts tout en créant une sécurité. Même à 1-0, tu n'es pas sûr tu n'es pas à l'abri. Même à 1-0, tu n'es pas à l'abri. Donc c'est un match très difficile qui nous attend. Mais moi, je pense que l'équipe du Sénégal a les moyens. L'équipe du Sénégal aujourd'hui est bien et a les moyens de se qualifier. L'Équateur, c'est une équipe avec beaucoup de ressemblances africaines, avec beaucoup de caractéristiques africaines. C'est une équipe beaucoup d'impact physique rigoureuse. Mais le Sénégal est champion d'Afrique. Le Sénégal est champion d'Afrique, ça veut dire que le Sénégal aussi fait partie de la meilleure équipe d'Afrique. Et depuis, par exemple, 4-5 ans, le Sénégal est premier en Afrique. Donc, si on prend sur le plan statistique, donc le Sénégal a les moyens largement de gagner l'Équateur.
Dans le but de galvaniser les troupes et d'encourager la presse sénégalaise présente à Doha, le patron du sport sénégalais a rendu visite aux journalistes. Yankhoba Diakara était accompagné de son homologue Abdoulaye Seydou Sow, par ailleurs vice-président de la Fédération sénégalaise de football, de l'ancien international sénégalais El Hadji Diouf et enfin de l'ambassadeur du Sénégal au Qatar. Nous l'écoutons. Une visite de courtoisie, mais également une visite de remerciement pour tous les efforts que vous faites au quotidien pour informer les Sénégalais juste et vrai, mais aussi pour accompagner le peuple sénégalais à vivre cette campagne de la Coupe du Monde. Le travail que vous faites est basé sur des principes, des déontologies d'éthique connues, mais nous savons tous, vous êtes tous des Sénégalais, vous êtes des patriotes et vous accompagnez l'équipe nationale, mais également le peuple sénégalais à vivre cette compétition de manière, je veux dire, harmonieuse. Sur ce plan, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier au nom du Président de la République, mais également au nom de la délégation sénégalaise pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire. C'est vrai, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, l'État du Sénégal a fait des efforts supplémentaires pour accompagner la NPS, pour vous permettre naturellement de vivre cette campagne dans d'excellentes conditions. Mais ça, c'est par devoir. L'État a fait son devoir en vous accompagnant. Mais également, nous savons, en le faisant, c'est un investissement qui est rentable, qui va être rentable. Parce que vous mettre dans les conditions, c'est également permettre aux Sénégalais de vivre la campagne de la Coupe du Monde dans d'excellentes conditions. Donc par des reportages de qualité, mais également par une présence massive de la presse ici à Doha. Et on s'arrête sur la deuxième journée du groupe F. Ce dimanche, la Belgique battue par le Maroc sur le score de 2-0. Un succès qui place les Lions de l'Atlas à la première place du groupe F. Cher Sadibou Diarra pour les détails. Maroc, premier, en avance pour les huitièmes de finale. Dans un match ouvert, dès le début, le ballon voyage d'un camp à l'autre. Les occasions franches sont loin d'être nombreuses pour autant. Hakim Ziyech croit donner l'avantage aux Marocains sur coup franc à la 45e minute. Mais le but est refusé pour une position de hors-jeu de Romain Saïs. 0-0 à la mi-temps. Le Maroc, qui a le plus besoin de victoire, appuie sur l'accélérateur et accule la Belgique qui se contente de contre-attaque durant la seconde période. Le sélectionneur du Maroc, Walim Regragui, sort Hakimi, Boufal et Nesri, trois cadres qui laissent leur place aux jeunes, entre autres Sabiri et Abou Khlal. Ces derniers vont à la 77e et à la 92e minute marquer les deux buts de la victoire du Maroc devant la Belgique. Un coaching gagnant pour le premier succès d'un pays africain face aux Belges en Coupe du Monde. Avec 4 points au compteur, le Maroc est leader du groupe F avant de croiser le Canada lors de la troisième journée. Et nous restons avec cette deuxième journée du groupe F. La Croatie bat le Canada sur le score de 4-1. Une victoire qui donne une bonne option aux Croates et élimine les Canadiens. Nous retrouvons tout de suite cher Sadibou Diarra. La Croatie ou un réveil fatal au Canada. Les Croates sont pourtant cueillis à froid. Les Canadiens ouvrent le score dès la deuxième minute grâce à leur star Alphonso Davies. Comme Piqué, les coéquipiers de Luka Modric mettent le bleu de chauffe pour revenir au score. Et c'est chose faite à la 36e minute par l'intermédiaire de Kramaric. Il arrive même à prendre l'avantage à 1 minute de la mi-temps sur une belle frappe de Livadia. Désormais dos au mur, les Canadiens qui avaient perdu leur premier match tentent le tout pour au moins égaliser. En vain, les Croates, plus efficaces, marquent un troisième but. Kramaric signe un doublé. Le Canada, déboussolé, encaisse un quatrième et dernier but par l'entremise de Lovro Majer à la 95e minute. Victorieuse 4-1, la Croatie renversante se donne une bonne option pour une qualification pour les huitièmes de finale avant le choc face à la Belgique. Le Canada, pour sa part, est d'ores et déjà éliminé après ces deux défaites. Parler de la finale départementale de Linguère qui s'est jouée au stade municipal de Tchamen Pass. Le concept zéro violence dans les Nawetan a été encore une fois prôné par les autorités. La finale a opposé l'ASC dans les Légnol de Dara à l'ASC Gounay Bahal de Sagata Djolof. Le président de l'OTCAV a saisi l'occasion pour réclamer des infrastructures sportives dans le but de booster le football local. Le reportage est signé Mamadou Moustapha Ndiaye.
Le stade municipal de Thiamène Pass a vibré au rythme de la finale départementale opposant l'ASC Dana Legnol de Dara à l'ASC Gounay Bakhal de Sagata Djolof. Une occasion saisie par le président de l'ODCAV pour réclamer des infrastructures modernes pour booster le football local. Le football a beaucoup évolué. Je crois que la jeunesse du département de Linguère a besoin des infrastructures de dernière génération, avec une pelouse synthétique, des projecteurs, pour pouvoir évoluer au même titre que les équipes de Louga, de Kébémer. Parce que souvent, nos équipes qui évoluent en phase régionale sont éliminées parce qu'effectivement, ils ne sont pas sous une pelouse synthétique. Et je crois que c'est une vieille doléance. Nous l'avons toujours posée et nous continuerons à poser cette doléance pour que le Djolof puisse bénéficier de cette infrastructure-là, pour avoir des talents à l'instar de ce qui se passe au niveau des autres régions du Sénégal. Des doléances qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Le président du conseil d'administration de la Société des infrastructures de réparation navale, parrain de la finale, a prôné zéro violence dans les navétanes et a promis d'accompagner la jeunesse. On a constaté qu'il y a toujours des bagarres à l'occasion des matchs de football. Partout dans le Sénégal, et en particulier dans le département de Linguère et notamment à Dario. Je demande aux jeunes de jouer dans la plus grande sportivité, respecter les règles afin d'éviter toute violence. Parce que la violence ne sert à rien, elle est tout à fait négative. Toutes les collectivités territoriales doivent tout faire pour investir dans les structures sportives, notamment les stades municipaux. Nous espérons qu'avec le régime du président Macky Sall, il va renforcer les collectivités, les dotations des collectivités territoriales afin que ces dernières puissent faire face aux besoins des populations et notamment de leur jeunesse et de toute la population. Maître Amadouka a dégagé une enveloppe financière de 3 millions environ pour récompenser les équipes finalistes. Voilà, une page des sports que nous clôturons tout de suite avec les résultats de la 7e journée de Ligue 1 qui s'est tenue ce dimanche. Donc, 3 résultats. Casa Sport AS Pikine, 1 but partout. Guédiawaye FC Snaps de Thiès, 3-0. Stade de Mbour, Djambar, 2 buts en faveur de Djambar. Et avec son large succès, Guédiawaye FC est le nouveau leader au classement. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Bon début de semaine à toutes et à tous et excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média.